Merci. Très content d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à la 4e première doctorale de l'Université de Tunis. Digital, c'est parce que le terme intelligence artificielle est un peu trop galvaudé, d'un temps et si bien que ça a revêtu d'autres sens. J'aurais préféré intelligence numérique pour plaire à nos amis français, mais ils sont pas là. Regard croisé. Et nous allons parler aussi des humanités, ce qui va un peu me gêner parce que j'ai assez de problèmes avec le singulier d'humanité. Le problème, c'est l'humanité, mais on va parler des humanités. Alors, la chose n'a pas commencé hier, en fait, si on remonte. Voilà. Si on remonte à septembre de l'année dernière, pas maintenant, Time Magazine nous a donné une panoplie des 100 personnes les plus influentes de l'intelligence digitale dans le monde. Vous aurez reconnu celui-ci, Sam Altman, de OpenAI. Vous verrez, je n'ai pas besoin de le nommer, je pense, M. Elon Musk de Tesla, M. Devs Hassabis de DeepMind. Alors, DeepMind, c'est une entreprise londonienne qui a été vendue en 2014 pour quelques 800 millions de dollars à Google. Ça vous donne une idée sur la perspective européenne qu'ils ont d'intelligence artificielle à vendre leurs perles aux Américains. Nvidia, Jensen Huang, qui fait parler de lui de plus en plus ces temps-ci. Et en fait, sans lui, il n'y aurait rien. Parce que Nvidia, c'est la compagnie qui commercialise les processeurs et les cartes graphiques, sans lesquels le calcul nécessaire pour toutes ces machines ne serait pas possible. Elle vient de fêter sa capitalisation de 3 000 milliards de dollars. J'allais dire trillions, mais le terme n'existe pas en français. 3 000 milliards de dollars, et le monsieur est classé 6e fortune du monde tout d'un coup. Ici, vous avez M. Yann LeCun, qui est le Chief Science Officer de Meta, autrement connu comme Facebook, qui est français et qui est un des détenteurs avec M. Geoffrey Hinton et Joshua Bengio, un Canadien d'origine marocaine, du prix Turing Award en 2018. Et le Turing Award, c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Donc, excusez du peu. Et nous allons voir les influences que ces personnages-là. Mark Andreessen, inconnu peut-être au bataillon, mais c'est une des personnes les plus réputées parmi nous, informaticiens de la première heure, parce que c'est un des pionniers de l'Internet, c'est celui qui a écrit le premier navigateur Netscape en 1992-93. Mark Andreessen, qui est devenu maintenant un entrepreneur. Monsieur Eliezer Yudkowsky, pas très connu, parce que c'est un self-made man. Il n'a pas beaucoup de diplômes, mais il a beaucoup d'écoute parmi les leaders d'opinion actuellement. Et puis tous les autres, nous n'allons pas tous les présenter un par un. Ceux-là, ils sont là, mais ils ne font pas beaucoup de bruit. Certains moins que d'autres. Vous avez remarqué que M. Sandra Pichai parle de moins en moins ces temps-ci. Alors, ceux que j'ai peints en rouge sont ceux qui sont contre l'IA ou l'intelligence digitale. Alors, vous allez voir, en fait, bras croisés, pour moi, ça tire le pour et le contre. Et de plus en plus de personnes sont contre l'IA pour de diverses raisons. La plus prominente étant que c'est un risque existentiel pour l'humanité, à défaut des humanités. Ceux-là sont pour, mais alors très pour, et nous allons voir comment nous entendre les écouter dans les 4 ou 5 heures de ma présentation aujourd'hui. Je présentais. Monsieur Eliezer Yudkowsky, on va voir ce qu'il raconte. Il dit que we're all gonna die. Nous, Tunisiens, nous n'avons pas peur, nous sommes habitués à ce genre de menace. Et ce qu'il propose, c'est qu'on bombarde tous les centres de données du monde. Il faut tous les bombarder parce que si on les laisse aller, ça ne va plus s'arrêter, ils seront incontrôlables et un jour, les machines vont gouverner le monde et évidemment vont nous écraser. Je ne sais pas pourquoi elle ferait ça. Puis, 2023, M. James Landry, un Allemand, et M. Barry Smith, un Anglais, ont écrit ce livre, Why Machines Will Never Rule the World. Ils se voulaient rassurants, sauf que je me méfie des scientifiques qui utilisent des termes comme never or always. Et quand on lit le livre, leurs arguments battent de l'aile un peu, parce que pas très convaincants, ils se basent sur des questions théologiques, religieuses, pour dire que nous ne pouvons pas atteindre la
complexité de la nature. Et M. Roman Majopowski, qui lui est italien, qui a écrit le 23 février 2024, il y a à peine quelques mois, un autre livre, AI, Unexplainable, Unpredictable and Controllable, et pour lui, les chiens sont lâchés, c'est fini, c'est trop tard. À lire ce livre-là, c'est pas très rassurant. Alors évidemment, on se balance entre les deux, on dit de quel côté est-ce que je vais me placer. Mais pour Roman, c'est grave parce que he says that 99.9999% chance of humanity being wiped out. But Elon Musk is even more optimistic, 10-20%, some people talk about 10, some others think about 20, all the way up to 90, and we are somewhere in between. Alors, le problème, c'est que des géants comme M. Stephen Hawking, avant de mourir, il a laissé un testament, et qu'est-ce qu'il dit? Et le son qu'il nous faut, le son, il y a un problème de son. On a pourtant vérifié. Bon, je vais le rejouer, mais j'ai besoin du son réellement. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. The end of the human race. Human, encore ça, au singulier. Alors, revenons ici, on va parler de M. Yann Lecan, qui lui est positif. On va balancer entre positif et négatif. Enfin, M. Yann Lecan est très très positif. On va le reprendre là. At a sort of general level, AI is intrinsically good because the effect of AI is to make people smarter. You can think of AI as an amplifier of human intelligence. And when people are smarter, better things happen. Alors ça s'appelle le principe de l'orthogonalité. Il suppose que plus on est intelligent, plus on est bon. Ce n'est pas nécessairement vrai. On peut être très intelligent et très méchant, et on peut être très bête et très méchant, comme on peut être très bête et très gentil, comme le dieu du village. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. Rassurant. Alors, why AI will save the world? Ça, c'est M. Mark Andreessen qui nous dit que, en fait, l'AI est là. Il nous l'a dit en juin 2023, il y a un an, et il continue à dire la même chose. The Daring Robot Surgeon, on va faire ça en français, le robot audacieux qui a sauvé la vie d'un homme, ou d'une femme, ça aurait pu être la même chose. Et donc, c'est que l'IA, réellement, on peut avoir des retombées extraordinaires, dans le sens du bout de son temps. Alors, écoutons. Ça, c'est M. Doran Alexandre, qui, pas longtemps, nous a donné ce témoignage le 16 mai 2024, même pas un mois. Un médecin qui nous donne dans la vie sur ce que l'intelligence artificielle peut nous faire en médecine. Que je crois, c'est que l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser assez rapidement. Entre GPT-4 et moi, en cancérologie par exemple, eh bien GPT-4 est bien meilleur que moi. GPT-4 en quelques secondes fait des diagnostics ultra compliqués qu'il me faut énormément de temps pour faire. C'est rassurant? Oui. Vous savez pas si vous avez ça. Alors, il a écrit un livre, il doit savoir ce dont il parle. Il y a un podcast, écoutez l'émission de Bout en Bout, elle est extrêmement intéressante. Et dans le livre, il raconte ChatGPT va nous rendre immortel. Et c'est fou la rapidité que ces gens-là ont à accoucher de livres, sitôt que ChatGPT est sorti. Alors, Deep Medicine, how artificial intelligence can make healthcare human. J'aime beaucoup Deep Medicine, son Deep Learning. Deep Learning qui est la force des serveurs et des données collectées de par le monde. Maintenant, ils ont modélisé tout l'Internet, toutes les données de l'Internet sont à leur disposition. Ils sont traités évidemment. Alors, espérons, comme M. Sabis, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est le type qui était là, espérons que nous n'évoluerons pas trop vite afin de ne pas faire des cas irréparables à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Est-ce que, par inadvertance, nous pouvons faire des bêtises avec ces outils-là? Est-ce que c'est possible? Il paraît que oui. Alors, eat a rock a day, put glue on your pizza. This is how Google's AI is losing touch with reality. Alors ça, c'est le conseil que Google a donné à quelqu'un qui voulait maigrir. Mettez de la colle dans votre pizza au buffet, ou mangez une pierre chaque jour. Conseil que certains médecins ont commencé à donner aussi, c'est ça qui est le problème. Ça a été publié le 27 mai, et là on parle il y a quelques semaines. Il y en a qui disent je suis contre. Alors, l'IA, c'est réellement un tsunami. C'est réellement une vague déferlante. La première vague a eu lieu le 30 novembre 2022. Vous êtes tous rendus compte de ça. ChatGPT 3,5 est rendu public. Et
Et comme pour les tsunamis, une fois après l'autre, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que je m'entends plus parfois. Une deuxième vague, ChatGPT 4 est annoncé dans France 2023. Et puis encore une autre vague. Après celle-là, nous allons trouver ChatGPT 4, qui est absolument impressionnant. Alors, vague après vague, tsunami après tsunami, essayez de résister. En fait, essayez de ne pas être lui, là. Parce que ce qui vous arrive, c'est ça. Et après, il dit, je suis pour, je suis contre, mais en fait, c'est pas votre affaire, vraiment. C'est l'affaire de nos enfants. C'est eux qui vont continuer. Nous sommes là, on est pour, on est contre. Mais après tout, qui sommes-nous? Nous sommes là en train d'affronter les vagues déferlantes, l'une plus forte que les autres. Et nous sommes en train de les utiliser, veut pas, quelque part de notre vie. Si fait que nous avons un smartphone. Alors revenons à nos amis. On va se concentrer sur Marc, je vous l'avais promis. Et lui, il est très très positif. Il dit qu'en fait, il n'y a que du bon. Il est catégorique, il n'y a rien de mauvais dans l'intelligence artificielle. Nous allons les What if every person has a machine? You know, the concept of concept of augmentation. What if everybody has an assistant, and the assistant is 140 IQ, and you happen to be 110 IQ, and you've got something that basically is infinitely patient and knows everything about you and is pulling for you in every possible way. Wants you to be successful, and anytime you find anything confusing or want to learn anything or have trouble understanding something or want to figure out what to do in a situation, right, want to figure out how to prepare for a job interview, like any of these things, like it will help you do it. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous allons tous avoir une sorte de gouvernante à côté de nous qui connaît nos moindres souhaits et désirs, qui va nous connaître parfaitement bien comme notre psychanalyste et qui va en fait être là pour nous servir. Et surtout combler le vide entre notre quotient intellectuel et le quotient intellectuel de la technologie présente. Quand on regarde Marc et voir comment il était, pénible. Bref. Et c'est aussi un homme d'intelligence qui disait, si tu as un quotient intellectuel de 110 et tu utilises une intelligence artificielle qui a 140, eh ben, tu peux prétendre à ces 140, parce qu'elle sera là pour cacher les défauts. Si vous avez un quotient de 80, avec 140 et 60 de gagné, et ça continue comme ça, et c'est l'argument que M. Marc vient de nous faire, que nous allons tous prétendre avoir un quotient intellectuel que nous n'avons pas, avec l'hypothèse sous-jacente que l'intelligence des intelligences artificielles est supérieure à celle des humains. Alors, en fait, M. Ivanov de Amazon Web Services a mesuré, quand ChatGPT 3.5 a été publié, il a mesuré le quotient intellectuel, il l'a situé à 83. Quotient intellectuel de ChatGPT 3.5, qui pour la plupart des observateurs actuellement n'est pas si futé que ça, comparé à 4. Alors, nous parlons d'intelligence, n'est-ce pas? Digitale, numérique, artificielle, peu importe. Alors, l'intelligence. Elon Musk, il a un quotient intellectuel de 155. Garry Kasparov, celui qui était, il a 130. Ne vous sentez pas mal à l'aise, c'est peut-être pas vrai. Menel Thabit, je suis tellement fier d'elle que j'ai écrit son nom en arabe. Yéménite, 168, c'est une collègue. Stephen Hawking, 170. Alan Turing, vous avez certainement entendu parler maintenant de lui, 185. John von Neumann, c'est grâce à lui que nous sauvegardons, nous avons des programmes qui tournent dans le RAM, etc. 190. Il y a plein de gens qui sont en fait en train de dire que il y a tellement de preuves de son intelligence à différentes occasions que ce type ne peut être qu'un génie. J'espère que vous connaissez la différence entre quelqu'un qui est très intelligent et un génie. Edward Wetton, la théorie des cordes, 202. Madame Marilyn Van Savant, le nom de famille, 228. Je crois que c'est une des personnes les plus intelligentes du monde. Je n'ai pas tunisienne. Albert Einstein, nous ne savons pas, parce qu'à l'époque où il vivait, il n'y avait pas de mesure de l'intelligence artificielle. Mais vous pouvez imaginer que son quotient était. Alors, prenons Alan Turing. Et Alan Turing a conçu un test qu'il a publié dans son Mind Quarterly Review en 1950. J'espère que vous avez vu le film. Les jeunes là, allez voir le film. The Imitation Game, plein de choses à apprendre là. C'est un film que je donne de travail à faire à tous mes étudiants. Il y a des questions d'examen dessus.
Il a parlé de l'imitation game que nous connaissons maintenant comme le test de Turing. Alors le test de Turing, c'est quoi? C'est, enfin, grosso modo, c'est mettre un paravent entre vous et quelque chose d'autre, lui poser des questions, et au bout de 20 questions, ou plus, parce que le nombre de questions est en train d'augmenter maintenant, au bout de 20 questions, vous devez être capable de dire si l'entité qui est de l'autre côté du paravent est un humain ou une machine. Et si vous ne pouvez pas deviner que c'est une machine, le test a réussi. Et plein de gens dans le domaine nous disent que nous n'avons pas encore accompli le test de Turing, comme plein d'autres disent qu'en fait il est passé depuis très longtemps. Alors, il n'y a pas longtemps, ce qui s'est passé, c'est qu'un pauvre analyste dans une institution financière à Hong Kong a eu une réunion en ligne avec le staff et la direction générale, avec tous leurs types langagiers, et certains même qui fumaient, et il y avait une réunion qui a duré un certain temps, et ils lui ont donné l'ordre d'effectuer un virement de 25 millions de dollars. Pour ça, ils ont rendu compte après qu'en fait c'était un deepfake, que la réunion n'était composée que d'intelligence artificielle, qu'en fait la réunion n'a jamais eu lieu, qu'il était le seul humain de la réunion. Et ils sont encore en train de chercher comment récupérer les 25 millions de dollars. Alors si le test de Turing n'a pas réussi avec 25 millions de dollars, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est amusant. Jeffrey Hinton, je ne sais pas si vous connaissez, on l'appelle le Godfather of AI, le parrain parce qu'il a démissionné de Google pour des raisons d'éthique, dit-on. Je crois qu'il a démissionné parce qu'il a fait plus de 70 ans. Alors, je l'ai interviewé et je lui ai fait croire. Allez, attends, je me dis. Je recommence? Non, c'est pas ça. Je lui ai fait croire qu'en fait c'était une dame qui l'interviewait, mais en fait c'est moi qui lui ai posé la question. What happened last year that made this urgent for you? So for a long time, I was working on making computer models that got more and more intelligent in an attempt to understand what went on in the brain. And very recently, I realized that the computer models we're now making may actually be a better form of intelligence than what's going on biologically. So the idea that they might overtake us quite soon suddenly became much more plausible. For a long time, I said that would be 30 to 50 years. But now I think it may only be a few years. What are you scared of happening if they do get smarter than us in a few years? So the reason I'm talking out now is because we need to think really hard now about how we're going to control something that's more intelligent than us. Nobody's put enough thought into that. We don't know if there's a simple way to do it. It's not like climate change where you can say, if you stopped burning carbon, you'd solve the problem. There isn't a simple solution like that yet. But not enough people are thinking about it, and not enough resources are going into thinking about it, and that's why I'm speaking out. Alors, he speaks out, big time, encore une fois, intelligence. Alors, ceci, je prétendrai que c'est l'axe de l'intelligence, en logarithme, parce que l'intelligence augmente d'une façon exponentielle. Et si on va mettre Elon Musk là, pour exemple, vous et moi là, j'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient. Ça va déjà. On est comme pas Un poussin, il est là. Pas l'autre poussin. D'accord. Fâchez pas. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est que nous allons être là comparé à l'intelligence artificielle. Et ça continue. Et donc, l'intelligence artificielle, une fois que c'est déclenché, telle que définie dans le domaine, elle ne peut qu'augmenter. Et ils ont raison, tous ceux qui l'ont dit. La question est, est-ce que c'est bien ou pas, mais ça, c'est certain. Alors, heureusement qu'il y a des gens, et ça a été publié tout récemment, un article que nos gens d'informatique feraient bien de lire, Towards Guaranteed Safe AI, parce que Safe AI nous pose la question. Et on pose des questions à ces grandes entreprises, combien de pourcentage de leurs ressources investissent-elles dans la safety? Alors devinez OpenAI combien elle investit dans la safety. Alors que M. Hinton recommande 50% des revenus investis dans la safety. OpenAI a promis 20%. Des témoins qui ont démissionné, tout ça fait récemment, disent que ça ne dépasserait pas 5%, et c'est probablement 1%. Donc, safety, nous ne sommes pas vraiment protégés. Alors, il y a M. Yoshua Bengio, bien sûr, Stuart Russell, Max Tegmark, Joshua Tenenbaum. C'est ceux-là que je connais, les autres. Mais ceux-là, je leur fais confiance. C'est des gens qui sont en train de nous dire, hey, faites attention. Et ce n'est pas n'importe qui. Quand ceux-là parlent, nous écoutons. Alors, quels sont les safeguards?
There are many possible strategies for creating safety specifications. Level 0, no safety specification at all. C'est dans c'est un peu ce qui se passe dans certaines entreprises qui sont en train de courir le dollar. Et la meilleure, évidemment, level 7, the safety specification completely encodes all things that humans might want in all contexts. C'est-à-dire safety all the way, 100%. Alors il y a des entreprises maintenant qui s'occupent que de cela, fondées par ceux-là même, justement, qui ont démissionné d'OpenAI pour les raisons suscitées. Alors, que ne peuvent-ils pas faire ces engins, que ne peuvent-ils pas faire? Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire? Il y a une chose, je suis certain qu'elles ne peuvent pas faire, c'est nouer les lacets des chaussures. Peut-être qu'il n'y aura plus de chaussures pour cette raison. Ils ne peuvent pas rêver, comme nous le faisons, parce que nous ne savons pas comment. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Il ne nous a pas montré comment pour que nous ne fassions pas de conneries. Alors, on va écouter, c'est Yann Lecan. Et ce qui est bizarre, c'est les mensonges éhontés que ces gens-là sont en train de nous débiter. Écoutons M. Yann Lecan, ce qu'il est en train de nous dire. I don't know, clearing up the table, the dinner table, and filling up the dishwasher. We don't have robots that can do this. Alors, les robots ne peuvent pas nettoyer la table ni faire la vaisselle. Alors que pendant des années, nous avons vu faire ça. Laver la vaisselle, justement. Pour peu qu'on suive ce qui se passe dans le domaine public. Celui-ci, qui est l'inventeur de UML, Unified Modeling Language, c'est pas n'importe qui, mais c'est en 2016 qu'il parlait, et il y en a même qui répètent encore ça. Si les robots deviennent dangereux, nous n'avons qu'à les déconnecter. C'est comme ceux qui nous disaient ChatGPT n'est pas un problème parce que les machines à calculer ne l'ont pas été dans le temps. Et ils parlent sérieusement à comparer ChatGPT avec une calculatrice. Évidemment, une calculatrice n'a jamais été un danger, mais je ne pense pas que la chose soit vraie pour ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'il dit, lui? And in the end, don't tell Siri this. We can always unplug them. Unplug them. Alors vous vous rendez compte que l'intelligence artificielle va se heurter à ce... Il y a l'énergie solaire. Au moins ça, il pourrait inventer une machine, ou alors tout simplement aller se charger comme le téléphone quand on parle de l'énergie. Alors, revenons à nos moutons, on va se concentrer sur M. Elon Musk, qui lui aussi, alors il critique l'intelligence artificielle, il va même jusqu'à signer un moratoire pour qu'on arrête la recherche pendant 6 mois, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort des robots et des voitures qui se conduisent toutes seules, et il compte même aller dans notre cerveau pour nous commander et nous faire des choses grâce simplement à la pensée avec son neural link. Alors, trouvez l'erreur. Le soleil ne tourne pas. Quoi le problème là? Le soleil ne tourne pas. Oui, le soleil. Il ne tourne pas autour de la Terre. Il tourne. Ah oui, non, il tourne pas. Le problème, c'est que la Terre est au centre. Et donc l'homme est au centre. Évidemment, nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Grâce à M. Copernic, à M. Galilée et Kepler, et nous savons qu'en fait, l'homme, le Soleil et la Terre ne sont pas là. Alors, c'est que peut-être nous sommes en train de faire la même confusion avec l'intelligence artificielle. Qui nous parle de l'humanité, là? Est-ce que nous sommes en train de voir l'évolution de l'humanité ou l'évolution de l'intelligence? Qui, elle, se sert de l'humanité pour se mouvoir? Alors, d'où vient cette théorie? Elle vient d'un livre par M. Richard Dawkins, qui s'appelle The Selfish Gene. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre-là? Qu'en fait, c'est pas nous qui utilisons les gènes, c'est les gènes qui nous utilisent nous. C'est le contraire. Alors, on va le voir dans le principe de Lucifer. J'ai trouvé une référence française pour une fois pour changer. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Nous n'utilisons pas les gènes pour atteindre nos propres buts. Nos gènes nous utilisent. Nous sommes des véhicules, nous sommes le transport de gènes. Et nous sommes le véhicule de l'intelligence. En fait, l'intelligence est en train de nous utiliser. Nous sommes en fin de parcours. Elle est en train de vouloir changer de véhicule, aussi simple que cela. Et si nous voyons les choses sous cet angle-là? Continuons pour voir Nick Bostrom, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit en 2014 le livre Super Intelligence. D'ailleurs, c'est lui qui nous a offert le terme. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a interrogé des experts et a participé à une conférence. Il a pris 100 experts et puis il a appris tout le monde, il a posé la question. Il a dit, quand est-ce que vous pensez que les machines vont atteindre un niveau humain d'intelligence? Human Level Machine Intelligence. Alors, nous voyons aussi que top 100, les 100 premiers experts ont dit que les chances sont de 10% que ça arrive en 2024. Quelle année sommes-nous? C'est pas arrivé. Alors, le problème, c'est que parfois, ils font des prévisions, un peu comme Geoffrey Hinton,
au Musk ou les autres qui nous disent que ça va arriver dans 12 ans, dans 50 ans. Et je me demande comment ils font. Les scientifiques ne font pas ça. Nous ne prévoyons rien. À défaut d'un modèle prédictif, nous expliquons ce qui nous arrive. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? En 1905, alors Herb Simon, vous le connaissez, Monsieur Simon en français. En 1957, il a dit Computers will surpass humans in just within 10 years. On a dû attendre 1997. On va prendre un autre, M. Marvin Minsky, un autre des auteurs de l'intelligence artificielle présent à Dartmouth en 1956. En 1970, from 3 to 8 years, we have a machine with general intelligence of an average human being. Ça ne s'est pas réalisé. En 93, within 30 years. Alors, il parle même de la fin de l'humanité. Aucune de ces prévisions n'a été réalisée. Et donc, il ne faut pas écouter les prophètes, et M. Bill Gates nous dit pourquoi, dans son livre, The Road Ahead, quelque part, nous allons trouver cette phrase. On surestime souvent ce qui va se passer dans les 2 prochaines années, et on sous-estime ce qui va se passer dans 10 ans. C'est-à-dire que nous avons une sorte de myopie inverse. Ce qui va se passer dans 2 ans, on dit, bon, ça ne va pas arriver, et ce qui va se passer dans 10 ans, eh ben, ça va arriver l'année prochaine. Un peu comme ce qui s'est passé avec ChatGPT et le reste. Alors, il y a du brouillard, nous ne pouvons pas avoir dans le brouillard, à moins que nous y soyons. Quand ça approche, on voit le danger. Il y a tellement de brouillard qu'il est très difficile de voir ce qui va se passer, surtout qu'il y a beaucoup trop d'acteurs en jeu. Et ici, j'ai laissé Apple de côté pour les laisser tranquilles, mais ce sont ceux-là ou celles-là qui sont en train de définir notre avenir. Et aucune d'elles n'est prête à laisser tomber. En fait, ils sont en train de se faire la concurrence et à se voler les unes les autres des employés, de sorte que le salaire moyen maintenant de leurs employés, c'est des millions de dollars par an. 10 millions de dollars. Alors que le budget d'INRIA, c'est quelque 240 000 €. Vous avez compris. Nous avons parlé des États-Unis. Vous croyez que la Chine est en train de regarder ce qui s'est passé avec le nucléaire, et la Russie est en train de se passer ici maintenant, sauf que c'est un peu différent là. Le nucléaire, une bombe nucléaire n'invente pas une autre bombe nucléaire. Une intelligence artificielle, elle, fait une autre intelligence artificielle. Avec la différence, bien sûr, que le nucléaire, on peut faire que du mal, avec l'intelligence artificielle, on peut faire du bien aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et